Donc on va essayer de commencer tout de suite pour essayer de ne pas finir trop en retard. Donc dans cette deuxième session, donc on va faire la transition avec la première session, puisque le bilan social montre bien que l'un des éléments importants du socle européen a notamment concerné l'accès à la protection sociale des indépendants et des travailleurs atypiques, qui à la fois est mentionné dans le socle et a donné lieu à une recommandation, Et donc, et plus généralement, cette seconde session posera la question de l'accès à la protection sociale et au bien-être pour tous, donc, et aussi pour les générations futures. Et cette seconde session pose la question de la division des responsabilités, notamment par rapport au changement climatique, de groupes sociaux différents à l'intérieur de l'Union européenne et de groupes sociaux qui sont aussi touchés différemment par les conséquences de ce dérèglement climatique et qui sont aussi soumis différemment à un certain nombre de risques sociaux. Et avant de laisser donc la parole en premier lieu à Slavina Spasova, qui est chercheur à l'Observatoire social européen, je voudrais quand même rappeler ce qui n'a pas été dit en introduction, que le bilan social a aussi le très grand mérite d'être un texte qui se lit extrêmement bien, ce qui n'est pas toujours le cas des travaux scientifiques. Je trouve qu'il est vraiment d'une extrême clarté. Vous posez systématiquement les questions auxquelles vous répondez, qui reviennent dans chaque chapitre de manière très claire, en italique même, au cas où le lecteur se serait perdu en cours de route. Et puis à chaque fois, donc premièrement, deuxièmement, troisièmement, on vous suit vraiment très 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 bien. Et en plus, le bilan social est téléchargeable, donc ce qui, j'espère qu'à l'avenir, il sera encore plus lu qu'il n'a pu l'être jusqu'à maintenant. Donc je laisse la parole à Slavina Spasova, qui va donc nous présenter le chapitre sur les indépendants, sur la diversité à la fois des travailleurs indépendants à l'intérieur de l'Union européenne et sur l'émergence de la reconnaissance d'un problème dans l'Union européenne de la protection sociale de ce groupe social et les réponses qui ont été apportées à ce problème au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup Clément. Je voudrais aussi chaleureusement remercier la Maison des Sciences de l'Homme pour cette invitation. J'aime beaucoup le débat. Il est beaucoup moins lisse que certains débats dans la bulle européenne auxquels on est habitué à Bruxelles, et je suis contente de pouvoir parler en français ici. Et je voudrais aussi chaleureusement remercier Denis Bouget pour l'invitation. Merci Denis. Donc, comme l'a annoncé Clément, je vais parler de la situation sociale des travailleurs indépendants en Europe. C'est un sujet beaucoup plus prosaïque de ce qui a été discuté en première session, mais comme on verra, il est très lié au socle européen, il est lié aux éléments dont on a discuté lors de la première session. Je vais présenter seulement le 12e volet de notre chapitre qui se rapporte à la protection sociale des indépendants. Donc, je ne vais pas présenter la toute première partie sur la situation sociale des indépendants qui a été écrite par mon co-auteur Martin Wilkens de Ruffin, pas parce que les absents ont toujours tort, mais tout simplement parce que cette 12e partie est vraiment maintenant une priorité clé à l'agenda européen, comme on le verra plus tard. Donc, la situation sociale des travailleurs indépendants. Tout d'abord, je vais me centrer sur l'accès légal à la protection sociale pour ces travailleurs. Puis, on va voir à travers quelques exemples comment cet accès légal se traduit en l'accès effectif à la protection sociale. Puis, je vais passer en vue quelques grandes tendances de réforme qui ont eu lieu pendant la dernière décennie en Europe, dans les États nationaux. Et puis, on va voir brièvement comment le discours européen a évolué sur la situation sociale des indépendants, et on va se centrer sur cette nouvelle initiative européenne et une recommandation du Conseil européen. En ce qui concerne l'accès légal à la protection sociale,
Sans surprise pour personne, cet accès varie entre les pays de l'Union européenne, mais aussi au sein du même pays, en fonction tout d'abord des régimes de protection sociale. Donc si on parle de régimes assurantiels ou des régimes non contributifs, et deuxièmement, en fonction des catégories des travailleurs indépendants. Par exemple, dans certains pays, les catégories historiques, par exemple les professions libérales, les avocats, etc., ils ont plus ou moins de protection sociale suivant le pays, mais aussi ça peut varier selon les nouveaux statuts, comme par exemple l'autopreneur en France, les nouvelles indépendants en Autriche, etc. Et cette protection sociale pour les indépendants, on peut voir ce tableau qui est très coloré. Comme je viens de dire, on peut voir très clairement que les indépendants ont accès aux prestations non contributives, que sont les allocations familiales, l'assistance sociale bien sûr. Ils ont accès légal aussi à la plupart des régimes contributifs comme les pensions, comme les pensions d'invalidité, etc. Et les trois régimes qui sont vraiment problématiques et qu'on a appelé les trois grandes lacunes, ce sont les allocations de chômage, les accidents du travail, maladies professionnelles et les prestations de maladie. Ici, on voit une grande diversité par rapport à l'accès à la protection à ces régimes. On voit que dans beaucoup de pays, les indépendants n'ont pas d'accès légal au chômage. On voit qu'il y a aussi une différenciation entre un accès obligatoire et un accès volontaire dans plusieurs pays. Mais la situation est encore plus complexe parce qu'ici, en rouge, on voit que dans beaucoup de pays, on peut aller encore plus en détail et on peut voir que cet accès est différencié aussi selon certaines possibilités de opt-out, exemption, selon les catégories des indépendants, etc. Et pour aller encore plus en détail, je vais vous présenter la protection sociale qu'on a appelée une protection sociale hybride. Donc on voit une hybridisation de la protection sociale pour les indépendants dépendants dans certains pays. Et ici, juste pour conclure, on voit que les États de l'Union européenne, 53% excluent les indépendants des allocations de chômage, 43% des accidents du travail. Donc si vous êtes un biker Deliveroo et vous êtes indépendant, par exemple en Bulgarie, vous n'avez pas accès aux accidents si vous aux prestations d'accident du travail. Donc, si quelque chose vous arrive, vous restez sans prestation. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des indépendants dans la salle? Je me demandais. Non, pas de biker Deliveroo. Vous avez accès à tous les régimes. Pas des fans de vélo. Donc, je ne vais pas aller en détail dans tous ces exemples, mais regardons. Par exemple, les deux pays du sud, l'Espagne et le Portugal. Dans ces pays, les indépendants dépendants, en Espagne par exemple, ils sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail. Et au Portugal, seuls les indépendants dépendants ont le droit aux allocations de chômage. Et indépendant, c'est toute une catégorie très floue, mais ces pays les ont reconnus en tant que, et surtout en matière de protection sociale, en tant que personnes qui travaillent à plus de 70 ou 80%, ça dépend des pays, pour un seul employeur. Ce qui est un peu différent de ce qu'on appelle les faux indépendants, qui sont normalement des travailleurs, mais qui sont traités par leurs employeurs comme indépendants. Mais c'est une question très complexe et c'est une question qui n'est pas étanche dans beaucoup de pays. On a essayé dans notre chapitre et avant dans un autre rapport de synthèse qu'on avait écrit, à quelque part à ordonner, mettre le doigt sur cette diversité des systèmes nationaux de protection sociale pour les indépendants. Et même si c'était très controversé, notre catégorisation comporte 4 grandes catégories. Donc dans la première partie, dans la première catégorie, on a les systèmes inclusifs. Il n'y a que 14% des pays de l'Union européenne
qui donne de l'accès aux indépendants à tous les régimes assurantiels. Puis on a, si on revient, 28% des pays de l'Union européenne qu'on a appelé système à accès optionnel, où les indépendants ne sont pas couverts obligatoirement par un ou plusieurs régimes assurantiels, mais ont la possibilité de s'y joindre. Donc ils ne sont pas complètement exclus. S'ils veulent, ils peuvent s'y joindre. Puis quand même, la majorité des pays, si on voit ici 32% des pays, et 32% plus la quatrième catégorie qui est un peu résiduelle, mais c'est quand même aussi une catégorie assez exclusive pour les indépendants. Donc au total, 57% des pays ne donnent pas accès aux indépendants à tous les régimes assurantiels. Donc, comme je vous expliquais, si quelque chose vous arrive et vous n'avez pas accès, vous êtes indépendant, vous n'avez pas accès aux prestations d'accident de travail, vous restez sans prestation. Et donc, comment cette diversité de l'accès légal se traduit en accès effectif? Parce que même si vous avez un accès légal, vous pouvez ne pas avoir un accès effectif. Pourquoi? Nous, on a mis en exergue quelques grands éléments, quelques grands problèmes pour l'accès effectif des indépendants. Tout d'abord, le plus grand problème, on dirait, il y a plusieurs exemples dans notre chapitre, mais aussi dans le rapport qui a précédé ce chapitre, ce sont les conditions d'éligibilité conçues pour le travail salarié. Par exemple, des périodes contributives que les indépendants ne peuvent pas arriver à suivre. Je me souviens de l'exemple du Portugal. Par exemple, là, par rapport aux indemnités de maladie, on voit que les indépendants ont une période d'attente 10 fois plus longue que celle des travailleurs salariés et une période de recevoir les prestations 3 fois moins longue. Donc ça c'est vraiment problématique dans ce pays. Le deuxième grand problème, c'est que c'est la manière dont est effectuée la comptabilisation des revenus des indépendants. Par exemple, les revenus payés sur la base de longues périodes préalables, paiement d'arriérés, qui aussi ne permet pas d'avoir assez de contributions pour avoir une prestation décente à la fin, par exemple prestation de retraite. Et un autre élément, c'est l'accès volontaire, les opt-outs et les exemptions. Je vais vous donner quelques exemples tout de suite qui montrent que l'accès volontaire très souvent aboutit sur non-accès, qui est problématique pour l'accès effectif des indépendants à la protection sociale. Un autre problème, et c'est surtout un problème de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud, c'est la sous-déclaration et la non-déclaration des revenus. Et après, je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça, quelques exemples chiffrés. On poursuit avec la transférabilité des droits entre régimes, surtout les régimes de pension. Parfois, ce n'est pas possible si on a été un travailleur salarié de transférer ses droits précédemment acquis vers un régime lorsqu'on devient indépendant, de les porter avec soi. Et puis, bien sûr, la charge et les transparences administratives et régulatoires dans la plupart des pays est un problème. Et retenons ce dernier problème, parce que je vais revenir à la fin de ma présentation sur celui-ci, c'est la faiblesse du niveau général des prestations, qui est exactement en Hongrie, c'est un fort désincitant à contribuer. Donc on a vu que la Hongrie donne le droit aux indépendants dans l'accès à tous les régimes de la protection sociale. Mais ils ne s'y joignent pas, ils ne contribuent pas, parce que ils voient le niveau des prestations comme trop bas.
Et ici, quelques exemples de ce que je viens de dire. Je ne vais pas rentrer en détail de chaque exemple, mais regardons ce problème ou cet élément d'accès volontaire, d'opt-out et exemption. Par exemple, en République tchèque, où l'assurance maladie est volontaire, qu'est-ce qu'on voit? Seulement 15% des indépendants s'y souscrivent. On voit aussi en Autriche, par exemple, l'assurance chômage qui est aussi volontaire pour les indépendants, seulement une infime partie des indépendants y fait partie, 0,02%. Et en ce qui concerne ces bases contributives minimales très faibles où les indépendants choisissent de s'assurer à ces bases contributives minimales, on voit que, regardez en Espagne, 86% des indépendants sont assurés à ce niveau. Imaginons ce qui va se passer avec le niveau de leur retraite dans plusieurs années. Ces problèmes que je viens de décrire d'accès légal et d'accès effectif ont été pris en compte par plusieurs pays dans la dernière décennie. On a essayé de catégoriser les réformes qui ont eu lieu parce que c'est des réformes très diverses, des réformes parfois de petits paramètres. Et donc, on peut parler de deux types principaux de réformes. Qui sont tout d'abord les réformes paramétriques qui consistent en des changements de certains paramètres, mécanismes d'un régime, comme le calcul du taux de contribution, etc., mais qui donnent plus d'accès aux indépendants à la protection sociale, mais aussi les réformes paradigmatiques qui visent une intégration plus large des indépendants à la sécurité sociale. Et c'est par exemple un bel exemple, c'est la Belgique où depuis les années 90, on voit une harmonisation globale du statut des indépendants. Ici, dans ce tableau, vous voyez que pas mal de pays de l'Union européenne, et pas seulement de l'Union européenne, on a ici aussi la Turquie et la Norvège, ont souscrit mis en œuvre des réformes paradigmatiques. On voit par exemple Malte en vert, parce que c'est tout nouveau. Malte, à partir de cette année, a donné l'accès aux prestations de chômage pour les indépendants. On voit donc une prise de conscience de ce problème de la protection sociale des indépendants dans certains États de l'Union européenne. Qu'en est-il pour le niveau européen? Pendant de longues décennies, dans le discours politique de l'Union européenne, le travail indépendant a été considéré comme un outil permettant de rendre les marchés du travail plus flexibles et de stimuler l'emploi. Donc il y avait très peu de considération sur la situation sociale des indépendants. Les indépendants aussi étaient rarement inclus dans les initiatives de l'Union européenne, contrairement aux travailleurs atypiques comme agency work, comme les contrats à durée déterminée, etc. Et ce n'est pas étonnant, c'est parce que les traités ne font pas du tout de référence au travail indépendant. Pourtant, il y a eu quand même quelques débats sur la situation sociale des indépendants, surtout leur situation sur le marché du travail, la zone grise entre le travail salarié et le travail indépendant, et notamment le fameux rapport d'un des fondateurs de cette maison, ici le rapport d'Alain Supiot, et aussi dans le livre vert sur l'avenir du droit de travail. Parmi ces débats, on a rarement entendu des échos sur la protection sociale des indépendants. Sauf en 1992, lorsqu'il y a eu une recommandation du Conseil sur la convergence de la protection sociale en Europe. Et là, on a considéré dans cette recommandation d'examiner la possibilité d'introduire ou de développer une protection sociale appropriée pour les travailleurs indépendants. Mais n'oublions pas, comme l'a rappelé pendant la première session Philippe, c'était aussi pendant l'ère très fructueuse pour les politiques sociales, l'ère de Jacques Delors. Ici,
c'est seulement 26 ans plus tard que cette question sur la protection sociale des indépendants revient sur l'agenda européen et devient une priorité clé de l'Union européenne dans le cadre du socle des droits fondamentaux, du socle européen des droits sociaux dont on a parlé lors de la première session. Et la Commission européenne est venue avec une proposition de recommandation qui maintenant est devenue une recommandation, je vais revenir plus tard, du Conseil, relative à l'accès à la protection sociale des travailleurs, et notamment des travailleurs atypiques et des indépendants en mars 2018. Je ne vais pas me concentrer sur le processus de comment on est arrivé à cette recommandation, mais il y a eu toute une consultation des partenaires sociaux qui ne sont pas entrés en négociation. Et ici, on doit dire que ce sont les employeurs qui n'étaient pas du tout d'accord de travailler sur cette question et qui ont plusieurs fois mis en exergue le principe de subsidiarité. Nous, avec mon co-auteur Martin Wilkens, on trouve que la proposition, en tout cas le texte initial de la recommandation a été ambitieux parce que justement il prend en considération ces lacunes en matière d'accès légal et effectif dont j'ai parlé dans la première partie de ma présentation. Aussi l'absence de transférabilité des droits, le manque de transparence lié à la complexité de la réglementation. Mais aussi, et ce qui est intéressant, dans le texte de la proposition, on retrouve aussi le revenu adéquat des prestations de protection sociale. Et ce revenu adéquat, cette question de revenu adéquat n'était pas du tout là dans les tout premier texte de consultation de la Commission, et c'était vraiment un des chevaux de bataille de la CES, de la Confédération européenne des syndicats. C'était vraiment une question importante qu'on a retrouvée à la fin dans ce texte de proposition. Et puis, la Commission aussi dans ce texte a mis clairement que l'assurance obligatoire à la protection sociale doit être l'option principale, et l'assurance volontaire, comme on a vu, qui mène très souvent à un manque ou à très peu d'accès effectif à la protection sociale pour les indépendants, doit être considérée uniquement pour les prestations de chômage des travailleurs indépendants. Et aussi, ce texte est lié aux idées et aux instruments progressistes de l'Organisation internationale du travail. Tout ça est très beau, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce texte? Et on n'est pas ce n'est pas dans notre chapitre, ici dans les conclusions. On peut dire, et je vous incite à lire la première partie de notre chapitre, c'est que les indépendants ne peuvent plus être perçus comme l'archétype des professions libérales, comme on montre dans notre premier volet que je n'ai pas présenté, c'est qu'on a des indépendants, plus de 20% des indépendants en Europe aujourd'hui se perçoivent comme des vulnérables et dissimulés, avec des mauvaises conditions de travail et des revenus instables. Donc on a plusieurs visages d'indépendants, et qu'il faut penser à assurer une protection sociale viable pour ces indépendants, parce que l'accès légal à la protection sociale doit être un droit pour tous. On a vu qu'il y a eu plusieurs débats et réformes nationaux. Et donc, ce texte de proposition, de recommandation a été adopté, mais d'une façon diluée ou édulcorée, maintenant le 6 et 7 décembre lors du Conseil d'emploi et politique sociale EPSCO. Et pourquoi j'ai parlé avant du niveau des prestations, du revenu adéquat des prestations en Hongrie, il paraît, c'est ce qu'on a entendu des représentants de la Commission européenne, que la Hongrie, c'est le seul pays qui s'est abstenu par rapport dans les négociations, et justement à cause de cet élément de revenu adéquat, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas, en gros, pour simplifier, assurer ce type de revenu adéquat. Et ici aussi un lien avec la première session, à ce que Pascal a dit ici.
on voit un exemple d'un texte assez ambitieux de la part de la Commission européenne, même si c'est une recommandation, un instrument non contraignant, ce n'est pas une directive pour plusieurs raisons. Et on voit que les États membres, donc la Hongrie qui s'abstient, la Bulgarie, mon pays d'origine, qui qui ne s'abstient pas, ils ont adopté, mais ils évoquent la subsidiarité ensemble avec la Slovaquie pour dire que finalement, ils ne peuvent pas assurer, par exemple, l'accès légal à la protection sociale au chômage, etc. Donc ici, on voit que les États membres ont clairement dilué ce texte qui était quelque part assez ambitieux au départ. Merci beaucoup pour votre attention et voilà, vous